La reine blessée. Le carreau de velours rouge sur lequel la reine Isabelle posait ses pieds étroits était usé jusqu'à la trame. Les glands d'or aux quatre coins étaient ternis. Les lys de France et les lions d'Angleterre brodés sur le tissu s'effilochaient. Mais à quoi bon changer de coussin, en commander un autre, puisque le neuf aussitôt qu'apparu passerait sous les souliers brodés de perles de Hugh le Despencer, l'amant du roi. La reine regardait ce vieux coussin qui avait traîné sur le pavement de tous les châteaux du royaume, une saison en Dorset, une autre en Norfolk, l'hiver dans le Warwick et cet été en Yorkshire, sans qu'on demeurât jamais plus de 3 jours à la même place. Le 1er août, voici moins d'une semaine, la cour était à Cowick. Hier, on s'était arrêté à Esrick. Aujourd'hui, on campait plutôt qu'on ne logeait au prieuré de Kirkham. Après-demain, on repartirait pour Lockton, pour Pickering. Les quelques tapisseries poussiéreuses, la vaisselle bosselée, les robes fatiguées qui constituaient l'équipement de voyage de la reine Isabelle seraient à nouveau tassées dans les meubles coffres. On démonterait le lit à courtine pour le remonter ailleurs, ce lit si fatigué d'avoir été trop transporté qu'il menaçait de s'écrouler, et où la reine faisait dormir avec elle parfois sa dame de parage, Lady Jeanne Mortimer, et parfois son fils aîné, le prince Édouard, par crainte, si elle restait seule, d'être assassinée. Les Despencer n'oseraient tout de même pas la poignarder sous les yeux du prince héritier. Et la promenade reprenait à travers le royaume, ses campagnes vertes et ses châteaux tristes. Édouard II voulait se faire connaître de ses moindres vassaux. Il imaginait leur rendre honneur en descendant chez eux et s'acquérir par quelques paroles amicales leur fidélité contre les Écossais ou contre le parti gallois. En vérité, il eût gagné à moins se montrer. Un désordre l'accompagnait ses pas. Sa légèreté pour parler des affaires du gouvernement, qu'il pensait être une attitude de détachement souverain, heurtait fort les seigneurs, abbés et notables, venus lui exposer les problèmes locaux. L'intimité qu'il affichait avec son tout-puissant chambellan dont il caressait la main en plein conseil, ou pendant la messe, ses rires aigus, les libéralités dont bénéficiait soudain un petit clerc ou un jeune palefrenier éberlué, confirmaient les récits scandaleux qui circulaient jusqu'au fond des provinces, où les maris trompaient leurs épouses, tout comme ailleurs, certes, mais avec des femmes. Et ce qui se chuchotait avant sa venue se disait à voix haute après qu'il fût passé. Et il suffisait que ce bel homme à barbe blonde mais à l'âme molle apparût, couronne en tête, pour que s'effondrât tout le prestige de la majesté royale. Et les courtisans avides qui l'entouraient achevaient de le faire haïr. Inutile, impuissante, la reine assistait à cette ambulante déchéance. Des sentiments contraires la divisaient. D'une part, sa nature vraiment royale, marquée par l'atavisme capétien, s'irritait, s'indignait, souffrait de cette dégradation continue de l'autorité souveraine. Mais en même temps, l'épouse lésée, blessée, menacée, se réjouissait secrètement à chaque nouvel ennemi que se créait le roi. Elle ne comprenait pas qu'elle eût pu aimer naguère ou se forcer à aimer un être à ce point méprisable, et qui la traitait de façon si odieuse. Pourquoi l'obligeait-on de participer à ses voyages? Pourquoi la montrait-on reine bafouée à tout le royaume? Le roi et son favori pensaient-ils duper personne, et donner à leur liaison un aspect innocent du fait de sa présence? Ou bien voulait-il la garder sous surveillance? Comme elle eût préféré demeurer à Londres ou à Windsor, ou même dans l'un des châteaux dont on lui avait théoriquement fait don, pour y attendre un retour du sort ou simplement la vieillesse. Et comme elle regrettait surtout que Thomas de Lancastre et Roger Mortimer de Wigmore, ces grands barons vraiment hommes, n'aient pas l'autre année réussi leur révolte. Elle leva vers le comte de Bouville, envoyé de la cour de France, ses admirables yeux bleus, et dit assez bas « Depuis 1 mois vous assistez à ma vie, messire Hugues. Je ne vous demande même point d'en compter les misères à mon frère, ni à mon oncle Valois. Voici 4 rois qui se succèdent au trône de France. Mon père, le roi Philippe, qui me maria pour l'intérêt de la couronne. »« Que Dieu garde son âme, madame, que Dieu le garde !» dit avec conviction, mais sans élever le ton, le gros Bouville. « Il n'est homme au monde que j'ai plus aimé, ni servi avec plus de joie. Puis mon frère Louis, qui resta peu de mois au trône, puis mon frère Philippe, avec lequel je n'avais que petite entente, mais qui ne manquait pas de sagesse. » Le visage de Bouville se renfrogna un peu comme chaque fois qu'on parlait devant lui du roi Philippe le Long. « Enfin,
mon frère Charles, qui règne présentement, poursuivit la reine. Tous ont été avertis de mon état, et ils n'ont rien pu faire ou rien voulu faire. L'Angleterre n'intéresse les rois de France qu'autant qu'il s'agit de l'Aquitaine. Une princesse de France sur le trône anglais, parce qu'elle devient du même coup duchesse d'Aquitaine, leur est un gage de paix. Et si la Guyenne est calme, peu leur chaud que leur fille ou leur sœur au-delà de la mer meure de honte et de délaissement. Dites-le, ne le dites point, cela sera tout égal. Mais les jours que vous avez passés près de moi m'ont été doux, car j'ai pu parler devant un ami. Et vous avez vu combien j'en ai peu. Sans ma chère Lady Jane, qui met beaucoup de constance à partager mon malheur, je n'en aurais même aucun. Pour prononcer ces derniers mots, la reine s'était tournée vers sa dame de parage, assise à côté d'elle. Jeanne Mortimer, petite nièce du fameux sénéchal de Joinville, une grande femme de 37 ans, aux traits réguliers, au visage ouvert, aux mains nettes. « Madame, répondit Lady Jane, vous faites plus pour soutenir mon courage que je ne fais pour accroître le vôtre, et vous avez pris de gros risques à me conserver à vos côtés depuis que mon époux est en geôle. » Les trois interlocuteurs continuèrent de s'entretenir à mi-voix, car le chuchotement, la conversation en aparté, était devenu une nécessaire habitude dans cette cour, où l'on n'était jamais seul, et où la reine vivait environnée de malveillance. À ce moment présent, trois chambrières, dans un coin de la pièce, brodaient une courte pointe destinée à Lady Aliénor de Spencer, la femme du favori, laquelle, près d'une fenêtre ouverte, jouait aux échecs avec le prince héritier. Un peu plus loin, le second fils de la reine, qui avait atteint ses 7 ans depuis 3 semaines, se fabriquait un arc avec une baguette de coudrier. Et les deux petites filles, Isabelle et Jeanne, 5 et 2 ans, assises sur le sol, s'amusaient à manier des poupées de chiffon. Tout en poussant les pièces sur l'échiquier d'ivoire, la Despencer ne cessait d'épier la reine et s'efforçait de surprendre ses propos. Le front lisse mais étonnamment étroit, les yeux ardents et rapprochés, la lippe ironique, cette femme, sans être vraiment disgracieuse, était marquée de la laideur qui vient d'une mauvaise âme. Descendante de la famille de Clare, elle avait suivi une assez étrange carrière, puisque belle-sœur de l'ancien amant du roi, le chevalier de Gaveston, exécuté 11 ans plus tôt, en 1312, par les barons révoltés, elle était l'épouse de l'amant actuel. Elle trouvait une délectation morbide à servir les amours masculines pour servir ses appétits d'argent comme ses ambitions de puissance. En plus, elle était sotte. Elle allait perdre sa partie d'échecs pour le seul plaisir de lancer sur un ton de provocation « Échec à la reine! Échec à la reine !» Le prince héritier, Édouard, enfant de 11 ans au visage fin et allongé, de nature secrète plutôt que timide, et qui tenait presque toujours les yeux baissés, profitait des moindres fautes de sa partenaire et s'appliquait à vaincre. La brise d'août envoyait par la fenêtre étroite au cintre rond des bouffées de poussière chaude, mais quand le soleil tout à l'heure aurait disparu, une fraîcheur humide s'installerait à nouveau entre les murs épais et sombres du vieux prieuré de Kirkham. Des bruits de voix nombreuses venaient de la grande salle du chapitre où le roi tenait son conseil ambulant. « Madame, poursuivait le comte de Bouville, je vous consacrerais volontiers tous les jours qui me restent à vivre. S'il pouvait vous être de quelque service, j'y aurais plaisir, je vous l'assure. Que me reste-t-il à faire en ce bas monde, depuis que je suis veuf? Sinon employer mes forces à servir les descendants du roi, qui fut mon bienfaiteur. Et c'est près de vous, madame, que je me retrouve le plus auprès de lui. Vous avez toute sa force d'âme et ses manières de parler, quand il voulait bien le faire, et toute sa beauté inaccessible au temps. Quand il fut frappé de mort, à 46 ans, c'est à peine s'il en paraissait plus de 30. Vous serez ainsi, dirait-on que vous avez eu ces 4 enfants. Un sourire éclaira les traits de la reine. Il lui était bon, entouré de tant de haine, de voir un dévouement s'offrir à elle. Il lui était doux, humilié comme elle l'était dans ses sentiments de femme, d'entendre louer sa beauté, même si le compliment venait d'un gros homme grisonnant aux yeux de vieux chien fidèle. « J'ai 31 ans déjà, dit-elle, dont 15 se sont passés de la façon que vous voyez. Cela ne se marque peut-être pas au visage, mais c'est l'âme qui porte les rides. Moi aussi, Bouville, je vous garderais volontiers près de moi, s'il était possible. Hélas, madame, je vois ma mission finir et sans grand succès.
Le roi Édouard me l'a déjà fait entendre par 2 fois en feignant de s'étonner, puisqu'il avait livré le Lombard au Parlement du roi de France que je fusse encore là. » Car le prétexte officiel à l'ambassade de Bouville était la demande d'extradition d'un certain Thomas Henry, membre de l'importante compagnie des Scali de Florence. Ce banquier, ayant affermé certaines terres de la couronne de France, en avait touché les revenus considérables, mais sans payer jamais ce qu'il devait au trésor, et finalement avait fui en Angleterre. L'affaire était sérieuse, certes, mais elle aurait fort bien pu se régler par lettre ou par l'envoi d'un maître des requêtes, sans exiger le déplacement d'un ancien grand chambellan qui siégeait au Conseil étroit. En vérité, Bouville avait été chargé de renouer une autre négociation, plus difficile. Monseigneur Charles de Valois, oncle du roi de France et de la reine Isabelle, s'était mis en tête, l'année précédente, de marier l'une de ses dernières filles, Marie, au prince Édouard, héritier d'Angleterre. Monseigneur de Valois, qui donc pouvait l'ignorer en Europe, était père de 7 filles, dont l'établissement avait toujours été pour lui l'objet de graves soucis. Ces 7 filles lui venaient de 3 mariages différents. Monseigneur Charles ayant eu au cours de son existence agitée l'infortune de rester 2 fois veuf. Il fallait avoir la cervelle claire pour ne point se perdre dans la confusion de cette descendance et savoir par exemple, lorsqu'on parlait de madame Jeanne de Valois, qu'il s'agissait de la comtesse de Hainaut ou bien de la comtesse de Beaumont, c'est-à-dire de la femme depuis 5 ans de monseigneur Robert d'Artois. Car 2 des filles, pour tout aider, portaient le même nom. Quant à Catherine, héritière du trône fantôme de Constantinople, et qui était du second lit, elle se trouvait avoir épousé en la personne de Philippe de Tarente, prince d'Archaïe, un frère aîné de la première femme de son père, un vrai casse-tête. À présent, c'était la première née de son 3e mariage que monseigneur Charles proposait à son petit-neveu d'Angleterre. Monseigneur de Valois, au début de l'année, avait envoyé une mission composée du comte Henri de Sully, de Raoul Sevin de Jouy et de Robert Bertrand, dit le chevalier Auverlion. Ces ambassadeurs, pour acquérir les faveurs du roi Édouard II, l'avaient accompagné dans une expédition contre les Écossais. Mais voici qu'à la bataille de Blackmore, les Anglais s'étaient enfuis, laissant les ambassadeurs français tomber aux mains de l'ennemi. On avait dû négocier leur délivrance, payer leur rançon, quand enfin, après tant de désagréables aventures, ils s'étaient trouvés relâchés, Édouard leur avait répondu de manière dilatoire, évasive, que le mariage de son fils ne pouvait être décidé si vite, que la question était de trop grande importance pour qu'il en tranchât sans l'avis de son Parlement, que le Parlement d'ailleurs serait réuni en juin pour en discuter. Il voulait lier cette affaire à l'hommage qu'il devait rendre au roi de France pour le duché d'Aquitaine. Et puis le Parlement convoqué n'avait même pas été saisi de la question. Aussi, monseigneur de Valois, impatient, s'était-il servi de la première occasion pour dépêcher le comte de Bouville, dont le dévouement à la famille capétienne ne pouvait être mis en doute, et qui, à défaut de génie, possédait une bonne expérience de cette sorte de mission. Bouville avait négocié naguère à Naples et déjà sur les instructions de Valois le second mariage de Louis X avec Clémence de Hongrie. Il avait été curateur au ventre de cette reine après la mort du Hutin. Mais de cette période-là, il aimait peu parler. Il avait également accompli diverses démarches en Avignon auprès du Saint-Siège, et sa mémoire était sans défaillance pour tout ce qui touchait aux liens de la famille, de l'entrelac infiniment compliqué des alliances dans les maisons royales. Le bon Bouville se sentait fort dépité de revenir cette fois les mains vides. « Monseigneur de Valois, dit-il, va se mettre en grand courroux, lui qui avait déjà demandé dispense au Saint-Père pour ce mariage. »« J'ai fait ce que j'ai pu, Bouville, dit la reine, et vous avez dû juger à cela de l'importance qu'on m'accorde. Mais j'en éprouve moins de regrets que vous. Je ne souhaite guère à une autre princesse de ma famille de connaître ce que je connais ici. »« Madame, répondit Bouville en baissant davantage la voix, doutez-vous de votre fils ? Il semble avoir pris de vous plus que de son père, grâce au ciel. Je vous revois au même âge dans le jardin du palais de la Cité, ou bien à Fontainebleau. » Il fut interrompu. La porte s'était ouverte pour livrer passage au roi d'Angleterre. Celui-ci entra d'un grand pas pressé, la tête rejetée en arrière, et caressant sa barbe blonde d'un geste nerveux qui était chez lui le signe d'irritation. Ses conseillers habituels le suivaient, c'est-à-dire les 2 le Despencer, père et fils, le chancelier Baldock, le comte d'Arundel et l'évêque Dexter. Les 2 demi-frères du roi, les comtes de Kent et de Norfolk, jeunes hommes qui avaient du sang de France puisque leur mère était la propre sœur de Philippe le Bel, faisaient partie de cette suite. Mais comme à contre-cœur. Il en était de même pour Henri le Leicester,
personnage court et carré, aux gros yeux clairs à fleur de visage, surnommé Torscoll, à cause d'une difformité de la nuque et des épaules qui lui faisait tenir la tête complètement de travers et posait de difficiles problèmes aux armuriers chargés de forger ses cuirasses. On voyait encore se pressant dans l'embrasure quelques ecclésiastiques et dignitaires locaux. « Savez-vous la nouvelle, madame ?» s'écria le roi Édouard, s'adressant à la reine. « Elle va certes vous contenter. Votre Mortimer s'est échappé de la tour. » Lady le Despencer sursauta devant l'échiquier et fit entendre une exclamation indignée, comme si l'évasion du baron de Wigmore était pour elle une insulte personnelle. La reine Isabelle n'avait pas bougé, ni d'attitude ni d'expression. Ses paupières simplement battirent un peu plus vite devant ses beaux yeux bleus, et sa main chercha furtivement le long des plis de sa robe la main de Lady Mortimer, comme pour inciter celle-ci à la force et au calme. Le gros Bouville s'était levé et se tenait en retrait, se sentant de trop dans cette affaire qui regardait uniquement la couronne anglaise. « Ce n'est pas mon Mortimer, sire, » répondit la reine. « Le lord de Wigmore est votre sujet davantage, je crois, qu'il n'est le mien, et je ne suis pas comptable des actes de vos barons. Vous teniez celui-ci en geôle, il a cherché à s'enfuir, c'est la loi commune. »« Ah ! Vous avouez bien par là que vous l'approuvez. Mais laissez donc paraître votre joie, madame. Du temps que ce Mortimer daignait se montrer à ma cour, vous n'aviez dû que pour lui. Vous ne cessiez de vanter ses mérites et toutes ses félonies à mon endroit. Vous les mettiez au compte de sa noblesse d'âme. Mais n'est-ce pas vous-même, sire mon époux, qui m'avez appris à l'aimer, du temps qu'il conquérait à votre place et au péril de ses jours le royaume d'Irlande, que vous avez, il semble, grand-peine à tenir sans lui? Était-ce la félonie? » Un instant démonté par cette attaque, Édouard lança vers sa femme un regard méchant et ne sut que répondre. « Eh bien, à présent, il court, votre ami, il court, et vers votre pays, sans doute. » Le roi, tout en parlant, marchait à travers la pièce pour libérer une agitation inutile. Les bijoux accrochés sur ses vêtements tressautaient à chacun de ses pas, et les assistants tournaient la tête de droite et de gauche, comme à une partie de longue paume, pour suivre son déplacement. Un fort bel homme, certes, le roi Édouard, musclé, alerte, souple, et dont le corps, entretenu par les exercices et les jeux, résistait à l'empâtement de la quarantaine toute proche. Une constitution d'athlète. Mais à l'observer avec plus d'attention, on était frappé par le manque de rides au front, comme si les soucis du pouvoir n'avaient pu s'y inscrire, par les poches qui commençaient à se former sous les yeux, par le dessin effacé de la narine, par la forme allongée du menton sous la barbe légère et frisée, non pas un menton énergique, autoritaire, ni même vraiment sensuel, mais simplement trop grand, tombant trop bas. Il y avait 20 fois plus de volonté dans le petit menton de la reine que dans cette mâchoire ovoïde dont la barbe soyeuse ne parvenait pas à couvrir la faiblesse. La main était molle qui glissait sur le visage, tournoyait en l'air sans raison, revenait tirer sur une perle cousue aux broderies de la côte. La voix, qui se voulait, qui se croyait impérieuse, ne donnait d'autre impression que de manquer de contrôle. Le dos, un dos large pourtant, avait de déplaisantes ondulations depuis la nuque jusqu'aux reins, comme si l'épine dorsale eût manqué de solidité. Édouard ne pardonnait pas à sa femme de lui avoir un jour conseillé d'éviter d'offrir le dos au regard, s'il voulait inspirer le respect à ses barons. Le genou était bien net, la jambe belle, c'était même là ce que possédait de mieux cet homme si peu fait pour sa charge, et sur lequel une couronne était tombée par une vraie mégarde du sort. « N'ai-je pas assez de tracas? N'ai-je pas assez de tourments ?» continua-t-il. « Les Écossais menacent sans cesse mes frontières, envahissent mon royaume, et quand je les affronte en bataille, mes armées s'enfuient. Et comment pourrais-je les vaincre, lorsque mes évêques s'entendent pour traiter avec eux, sans mon accord? Lorsque j'ai tant de traîtres parmi mes vassaux, et que mes barons des marches lèvent des troupes contre moi en s'obstinant à prétendre qu'ils ne tiennent leur terre que de leur épée, alors que depuis beau temps, depuis 25 années, l'oublie-t-on, il en a été jugé et réglé autrement par le roi Édouard mon père. Mais on a vu à Shrewsbury, on a vu à Boroughbridge, et on a vu ce qu'il en coûtait de se rebeller contre moi, n'est-ce pas, Leicester ?» Henri de Leicester hocha sa grosse tête inclinée sur l'épaule. La manière était peu courtoise de lui rappeler la mort de son frère Thomas de Lancastre, décapité 16 mois auparavant, en même temps que 20 autres grands seigneurs étaient pendus.
On a vu, en effet, sire mon époux, que les seules batailles que vous pouviez gagner étaient contre vos propres barons, dit Isabelle. À nouveau, Édouard lui jeta un regard haineux. Quel courage, pensait Bouville, quel courage à cette noble reine. Et il n'est point juste tout à fait, poursuivit-elle, de dire qu'ils se sont opposés à vous pour le droit de leur épée. Ne fût-ce pas plutôt pour les droits du comté de Gloucester que vous avez voulu remettre à messire Hugh? Les deux le Despencer se rapprochèrent l'un de l'autre, comme pour faire front. Lady le Despencer, la jeune, se dressa devant l'échiquier. Elle était la fille du feu comte de Gloucester. Édouard II frappa du pied le dallage. La reine était trop irritante à la fin, n'ouvrant la bouche que pour lui remontrer ses erreurs et ses fautes de gouvernement. « Je remets les grands fiefs à qui je veux, madame. Je les remets à qui m'aime et qui me sert, » s'écria Édouard en posant la main sur l'épaule de Hugh le jeune. « Sur qui d'autre pourrais-je m'appuyer? Où sont mes alliés? Votre frère de France, madame? Qui devrait se conduire comme le mien, puisqu'après tout c'est dans cette espérance que l'on m'a engagé à vous accueillir comme épouse. Quel secours me porte-t-il? Il me requiert de venir lui rendre hommage pour l'Aquitaine, voilà tout son appui. Et où m'envoie-t-il sa sommation? En Guyenne? Que nenni! C'est ici, en mon royaume, qu'il me l'a fait délivrer, comme s'il avait mépris de toutes les coutumes féodales, ou le vouloir de m'offenser. Ne croirait-on pas qu'il se prend aussi pour le suzerain de l'Angleterre? D'abord, j'ai rendu cet hommage. Je ne suis que trop allé le rendre. Une première fois à votre père, quand j'ai manqué de rôtir dans l'incendie de Maubuisson, et puis encore à votre frère Philippe. Voici 3 ans, quand je suis allé à Amiens. À la fréquence, madame, où meurent les rois de votre famille, il me faudra bientôt m'installer sur le continent. Les seigneurs, évêques et notables de Yorkshire, dans le fond de la pièce, se regardaient entre eux, nullement effrayés, mais atterrés de cette colère sans force, qui s'égarait si loin de son objet, et leur découvrait en même temps que les difficultés du royaume le caractère du roi. Était-ce donc là le souverain qui leur demandait subside pour son trésor, auquel ils devaient obéissance en toutes choses, et d'aventurer leur vie quand il les requérait à ses combats? Lord Mortimer avait eu certes quelques bonnes raisons de se rebeller. Les conseillers intimes eux-mêmes paraissaient mal à l'aise, bien qu'ils connussent cette habitude du roi, et qui se retrouvaient jusque dans sa correspondance de refaire le compte de tous les ennuis de son règne à chaque nouveau désagrément qui survenait. Le chancelier Baldock se frottait la pomme d'Adam machinalement à l'endroit où s'arrêtait sa robe d'archidiacre. L'évêque Dexter, lord trésorier, se rongeait l'ongle du pouce à petits coups de dents et observait ses voisins d'un regard sournois. Seul Hugh le Despencer le jeune, trop frisé, trop paré, trop parfumé pour un homme de 33 ans, montrait de la satisfaction. La main du roi posée sur son épaule prouvait à tous son importance et sa puissance. Le nez bref, la lèvre sinueuse, abaissant et relevant le menton comme un cheval au piafé, il approuvait chaque déclaration d'Édouard d'un petit raclement de gorge, et son visage semblait dire « Cette fois, la coupe est pleine. Nous allons prendre des mesures sévères. » Il était maigre, long de taille, assez étroit de torse, et avait une mauvaise peau sujette aux inflammations. « Messire de Bouville, dit soudain le roi Édouard, se retournant contre l'ambassadeur, vous répondrez à monseigneur de Valois que le mariage qu'il nous a proposé, et dont nous avons apprécié tout l'honneur, décidément ne se fera pas. Nous avons d'autres vues pour notre fils aîné. Ainsi en sera-t-il terminé avec une déplorable coutume qui veut que les rois d'Angleterre prennent leurs épouses en France, sans qu'il leur en vienne jamais aucun bienfait. » Le gros Bouville pâlit sous l'affront et s'inclina. Il adressa à la reine un regard désolé et sortit. Première conséquence, et bien imprévue, de l'évasion de Roger Mortimer, le roi d'Angleterre rompait avec les alliances traditionnelles. Il avait voulu par ce trait blesser sa femme, mais il avait blessé en même temps ses demi-frères Norfolk et Kent, dont la mère était française. Les deux jeunes gens regardèrent leur cousin torse-col, lequel haussa un peu plus l'épaule d'un mouvement d'indifférence résignée. Le roi venait sans réflexion de s'aliéner à jamais le puissant comte de Valois, dont chacun savait qu'il gouvernait la France au nom de son neveu Charles le Bel. Le jeune prince Édouard, toujours près de la fenêtre, immobile et silencieux, observait sa mère, jugeait son père. C'était de son mariage après tout qu'il s'agissait, et dans lequel il n'avait mot à dire.
Mais si on lui avait demandé ses préférences entre son sang d'Angleterre et celui de France, il eût penché pour ce dernier. Les 3 plus jeunes enfants avaient cessé de jouer. La reine fit signe aux chambrières qu'on les éloignât. Puis, très calmement, les yeux dans ceux du roi, elle dit « Quand un époux est son épouse, il est naturel qu'il la tienne pour responsable de tout. » Édouard n'était pas homme à répondre de front. « Toute ma garde de la tour enivrée à mort !» cria-t-il. « Le lieutenant envolé avec ce félon et mon constable malade à périr de la drogue dont on l'a abreuvé, à moins qu'il ne feigne la maladie, le traître, pour éviter le châtiment qu'il mérite. Car c'était à lui de veiller à ce que mon prisonnier ne s'échappât. Vous entendez, Winchester ?» Hugh le Despencer, le père, depuis 1 an comte de Winchester, et qui était responsable de la nomination du constable Seagrave, se courba au passage de l'orage. Il avait l'échine étroite et maigre avec une voussure en partie naturelle et en partie acquise dans une longue carrière de courtisan. Ses ennemis l'avaient surnommé la belette. La cupidité, l'envie, la lâcheté, l'égoïsme, la fourberie, et de plus toutes les délectations que peuvent procurer ces vices, semblaient s'être logées dans les rides de son visage et sous ses paupières rougies. Pourtant, il ne manquait pas de courage. Mais il ne se connaissait de sentiments humains qu'envers son fils et quelques rares amis dont Seagrave, précisément, faisait partie. « My lord, prononça-t-il d'une voix calme, je suis certain que Seagrave n'est en rien coupable. Il est coupable de négligence et de paresse. Il est coupable de s'être laissé berner. Il est coupable de n'avoir rien deviné du complot qui se montait sous son nez. Il est coupable de malchance, peut-être. Je ne pardonne pas la malchance. Bien que Seagrave soit de vos protégés, Winchester, il sera châtié. On dira donc point que je ne tiens pas à la balance égale et que mes faveurs ne vont qu'à vos créatures. Seagrave remplacera le lord Wigmore en prison. Ses successeurs ainsi veilleront à faire meilleure garde. Voilà, mon fils, comment l'on gouverne, ajouta le roi en s'arrêtant devant l'héritier du trône. L'enfant leva les yeux vers lui et les rabaissa aussitôt. Hugh le jeune, qui savait assez bien faire dévier les colères du roi, renversa la tête en arrière et dit en regardant les poutres du plafond « Celui qui par trop vous nargue, cher sire, est l'autre félon, cet évêque Harleton, qui a tout apprêté de sa main et paraît vous redouter si peu qu'il n'a même pas pris la peine de s'enfuir ou de se cacher. » Édouard regarda Hugh le jeune avec reconnaissance et admiration. Comment pouvait-on ne pas être ému par la vue de ce profil, par ces belles attitudes que Hugh prenait en parlant, par cette voix haute, bien modulée, et puis cette manière à la fois tendre et respectueuse qu'il avait pour dire « cher sire » à la française, comme autrefois le gentil Gaveston, que les barons et les évêques avaient tué. Mais à présent, Édouard était un homme mûr, averti de la méchanceté des hommes et qui savait qu'on ne gagnait pas à composer. On ne le séparerait pas de Hugh. Et tous ceux qui voudraient s'opposer seraient frappés à tour de rôle impitoyablement. Je vous annonce, mes lords, que l'évêque Harleton sera traduit devant mon parlement pour y être jugé et condamné. Édouard croisa les bras et attendit l'effet de ses paroles. L'archidiacre chancelier et l'évêque trésorier, bien qu'ils fussent les pires ennemis d'Harleton, avaient sursauté par solidarité de gens d'église. Henri Torscoll, homme sage et pondéré, qui, pensant au bien du royaume, ne pouvait s'empêcher de rappeler le roi à la raison, fit observer calmement qu'un évêque ne pouvait être traduit que devant une juridiction ecclésiastique, constituée par ses pairs. « Il faut un début à toute chose, Lester. La conspiration contre les rois n'est pas, que je sache, enseignée par les saints évangiles. Puisqu'Harleton oublie ce qu'il faut rendre à César, César s'en souviendra pour lui. Encore une des grâces d'Isabelle. Puisque c'est votre frère Philippe le Cinquième qui a fait nommer par son pape français et contre mon vouloir cet Adon Harleton à l'évêché de Hereford. Soit, il sera le premier prélat à être condamné par la justice royale et son châtiment sera exemplaire. Harleton ne vous était point hostile naguère, mon cousin, insista Torscoll. Il n'aurait eu aucune raison de le devenir si vous ne vous étiez pas opposé ou si l'on ne s'était opposé dans votre conseil à ce que le Saint-Père lui donnât la mitre. C'est un homme de grand savoir et d'âme forte. Peut-être pourriez-vous aujourd'hui, justement parce qu'il est coupable, vous le rallier plus facilement par un acte de mansuétude que par une action de justice qui va, entre tous vos embarras, attirer l'hostilité du clergé.
Mansuétude, clémence, chaque fois que l'on me nargue, chaque fois que l'on me provoque, chaque fois que l'on me trahit. Vous n'avez que ces mots à la bouche, Lester. On m'a conseillé, et j'ai eu grand tort d'écouter les avis, on m'a supplié de gracier Wigmore. Avouez donc que si j'en avais usé avec lui, comme avec votre frère, ce rebelle aujourd'hui ne serait pas en train de courir les chemins. Torscoll haussa sa grosse épaule, ferma les yeux et eut une moue lassée. Combien était irritante chez Édouard cette habitude qu'il croyait royale d'appeler ses parents ou ses principaux conseillers par les noms de leur comté, et de s'adresser à son cousin Germain en lui criant « Lester » au lieu de dire simplement « mon cousin », comme chacun dans la famille royale le faisait, comme la reine elle-même. Et ce mauvais goût de rappeler à tout propos la mort de Thomas de Lancastre, comme s'il en tirait gloire. Ah, l'étrange homme et le mauvais roi qui s'imaginait pouvoir décapiter ses proches parents sans s'attirer de ressentiment, qui croyait qu'une embrassade suffisait à effacer un deuil, qui exigeait le dévouement de ceux-là même qu'il avait blessés, et voulait trouver partout fidélité, alors qu'il n'était lui-même que cruelle inconséquence. « Sans doute avez-vous raison, my lord, dit Torscoll, et puisque vous régnez depuis 16 ans, vous devez savoir ajuster vos actes. Traduisez donc votre évêque devant le Parlement, je n'y mettrai point d'obstacle. » Et il ajouta entre les dents pour n'être entendu que du jeune comte de Norfolk, « Ma tête est de travers, certes, mais je tiens toutefois à la garder où elle se trouve. » « Car c'est me narguer, vous en conviendrez, » continuait Édouard en fouettant l'air de la main, « que de s'évader, en perçant les murs d'une tour que j'ai fait moi-même construire pour qu'on ne s'en échappe pas. » « Peut-être, sire mon époux, dit la reine, vous êtes-vous plus occupé quand vous la bâtissiez de la gentillesse des maçons que de la solidité de la pierre ?» Le silence tomba d'un coup sur l'assistance. La pointe était brutale et soudaine. Chacun retenait son souffle et regardait, qui avec déférence, qui avec haine, cette femme de forme assez fragile, droite sur son siège, seule, et qui tenait tête de telle façon. Les lèvres un peu écartées, la bouche entr'ouverte, elle découvrait ses dents fines, pressées les unes contre les autres, de petites dents carnassières bien coupantes. Isabelle était visiblement satisfaite du coup qu'elle venait de porter. Hugh le jeune était devenu écarlate. Hugh le père feignait de n'avoir pas entendu. Édouard allait se venger certainement, mais de quelle manière? La riposte tardait à venir. La reine observait les gouttelettes de sueur qui perlaient au front de son mari. Rien ne répugne davantage une femme que la sueur d'un homme qu'elle a cessé d'aimer. « Kent !» cria le roi. « Je vous ai fait gardien des 5 ports et gouverneur de Douvres. Que gardez-vous en ce moment? Pourquoi n'êtes-vous pas sur les côtes que vous avez à commander et sur lesquelles notre félon doit chercher à s'embarquer ?»« Sire, mon frère, dit le jeune comte de Kent, tout éberlué, c'est vous qui m'avez donné l'ordre de vous accompagner en votre voyage. Eh bien, à présent, je vous en donne un autre, qui est de rejoindre votre comté, d'en faire battre les bourgs et les campagnes à la recherche du fugitif, et de veiller vous-même à ce qu'on visite tous les bateaux qui seront dans les ports. Qu'on mette des espions à bord des bâtiments, et qu'on prenne le dit Mortimer, vif ou mort, s'il venait à y monter, dit Hugh le jeune. C'est justement conseillé, Gloucester, approuva Édouard. Quant à vous, Sapeldown. L'évêque Dexter ôta son pouce de ses dents et murmura, My lord? Vous allez à toute hâte regagner Londres. Vous irez à la tour sous la raison d'y vérifier le trésor, vous prendrez la tour sous votre commandement et surveillance jusqu'à ce qu'un nouveau constable soit nommé. Baldock établira sur l'heure pour l'un et l'autre les commissions qui vous feront obéir. Henri Torscoll, les yeux vers la fenêtre et l'oreille contre l'épaule, semblait rêver. Il calculait. Il calculait que 6 jours s'étaient écoulés depuis l'évasion de Mortimer, qu'il en faudrait 8 au moins pour que les ordres commencent à entrer en exécution, et qu'à moins d'être un folle, ce qui n'était naturellement pas le cas de Mortimer, celui-ci aurait à coup sûr quitté le royaume. Il se félicitait aussi de s'être solidarisé avec la plupart des évêques et des seigneurs qui, après Boroughbridge, avaient obtenu la vie sauve pour le baron de Wigmore. Car à présent que celui-ci s'était évadé, l'opposition au Despencer allait peut-être retrouver le chef qui lui manquait depuis la mort de Thomas de Lancastre. Un chef plus efficace, plus habile et plus fort que ne l'avait été Thomas. Le dos royal ondula. Édouard pivota sur les talons pour se replacer face à sa femme. « Et si, madame, je vous tiens pour responsable, justement,
Et d'ailleurs, lâchez cette main que vous ne cessez de serrer depuis que je suis entré. Lâchez la main de Lady Jane !» cria Édouard en frappant le sol du pied. « C'est fournir caution à un traître que de mettre tant d'ostentation à en garder l'épouse auprès de soi. Ceux qui ont aidé à l'évasion de Mortimer pensaient bien qu'ils avaient l'agrément de la reine. Et puis, on ne s'évade pas sans argent. Les trahisons se paient. Les murs se percent avec de l'or. De la reine à sa dame de parage, de la dame de parage à l'évêque, de l'évêque aux rebelles, le chemin est facile. Il va me falloir vérifier plus étroitement votre cassette. »« Sire, mon époux, je crois que ma cassette est assez bien contrôlée, » dit Isabelle en désignant lady le Despencer. Hugh le jeune semblait s'être soudain désintéressé du débat. Enfin, la colère du roi se tournait, comme à l'habitude, contre la reine, et Hugh se sentait un peu plus triomphant. Il prit un livre, qui se trouvait là, et que lady Mortimer lisait à la reine avant l'entrée du comte de Bouville. C'était un recueil de laits de Marie de France. Le signet de soie marquait ce passage. En Lorraine, ni en Bourgogne, ni en Anjou, ni en Gascogne, en ce temps ne pouvait trouver si bon ni si grand chevalier. Sous ciel n'était dame ou pucelle, qui tant fut noble et tant fut belle, qui n'en voulut amour avoir. La France, toujours la France, elle ne lise que ce qui touche à ce pays, se disait Hugh. Et quel est dans leur pensée ce chevalier dont elle rêve? Mortimer, sans doute. « My lord, je ne surveille pas les aumônes, » dit Aliénor le Despencer. Le favori releva les yeux et sourit. Il féliciterait sa femme pour ce trait. « Je vois donc qu'il me faudra aussi renoncer aux aumônes, » dit Isabelle. « Il ne me restera bientôt plus rien d'une reine, pas même la charité. »« Et il faudra aussi, madame, pour l'amour que vous me portez et que chacun voit, poursuivit Édouard, vous séparer de lady Mortimer. Car nul ne comprendrait plus dans le royaume qu'elle restât auprès de vous désormais. » Cette fois, la reine pâlit et se tassa un peu sur son siège. Les grandes mains nettes de lady Jane se mirent à trembler. « Une épouse, Édouard, ne peut être tenue de partager en tous les actes de son époux. J'en suis assez bien l'exemple. Veuillez croire que lady Mortimer est assez peu associée aux fautes de son mari, que je le suis moi-même à vos péchés, s'il vous arrive d'en commettre. » Mais cette fois, l'attaque ne réussit pas. « Lady Jane se rendra au château de Wigmore, lequel sera désormais sous la surveillance de mon frère Kent, et ceci jusqu'à ce que j'ai résolu ce qu'il me plaira de faire des biens d'un traître dont je ne veux plus que le nom soit prononcé en ma présence. Avant la sentence de mort, je pense, Lady Jane, que vous préférerez vous retirer de gré plutôt que de force. »« Allons, » dit Isabelle, « je vois que l'on me veut tout à fait seul. » « Que parlez-vous de solitude, madame » dit Hugh le jeune de sa belle voix modulée. « Ne sommes-nous pas tous vos amis fidèles, étant ceux du roi? Et madame Aliénor, ma dévouée femme, ne vous est-elle pas de constante compagnie? Oh, c'est un joli livre que vous possédez là, ajouta-t-il en montrant le volume, et finement enluminé. Me ferez-vous la grâce de me le prêter? »« Mais certes, la reine vous le prête, dit le roi. N'est-ce pas, madame, que vous nous faites le plaisir de prêter ce livre à notre ami Gloucester? »« Bien volontiers, sire mon époux, bien volontiers. Et je sais, quand il s'agit de notre ami le Despencer, ce que prêter veut dire. Et il y a 10 ans que je lui ai prêté ainsi mes perles, et vous voyez qu'il les porte toujours au cou. » Elle ne désarmait pas, mais le cœur lui battait à grands coups dans la poitrine. Elle allait être seule désormais à supporter les quotidiennes blessures. Mais si un jour elle parvenait à se venger, elle n'oublierait rien. Hugh le jeune posa le livre sur un coffret et fit un signe d'intelligence à sa femme. Les laits de Marie de France iraient rejoindre le fermail d'or à Lyon de Pierreries, les 3 couronnes d'or, les 4 couronnes enrichies de rubis et d'émeraudes, les 120 cuillères d'argent, les 30 grands plats, les 10 hanapes d'or, la garniture de chambre en drap d'or losangé, le char pour 6 chevaux, le linge, les bassins d'argent, les harnais, les ornements de chapelle, toutes ces choses merveilleuses, dons de son père ou de ses proches, qui avaient formé la corbeille de noces de la reine, et qui étaient passées aux mains des amants d'Édouard, à Gaveston d'abord, au Despencer ensuite. Même le grand manteau de drap de Turquie, tout brodé, et qu'elle portait le jour de son mariage, lui avait été enlevé. « Allons, mes lords, dit le roi en frappant des mains, qu'on se hâte aux tâches que j'ai données et que chacun veille à son devoir. » C'était l'expression habituelle,
une formule encore qu'il croyait royale, par laquelle il marquait la fin de ses conseils. Il sortit, et chacun à sa suite, et la pièce se dépeupla. L'ombre commençait à descendre dans le cloître du prieuré de Kirkham, et avec l'ombre, un peu de fraîcheur entrait par les fenêtres. La reine Isabelle et Lady Mortimer n'osaient prononcer un mot de peur de se mettre à pleurer. Seraient-elles jamais à nouveau réunies, et quel sort à chacune était-il promis? Le jeune prince Édouard, les yeux baissés, vint se placer silencieusement derrière sa mère, comme s'il voulait remplacer l'amitié qu'on arrachait à la reine. Lady Le Despencer s'approcha pour prendre le livre qui avait plu à son mari, un beau livre, dont la reliure de velours était rehaussée de pierreries. Et il y avait longtemps que l'ouvrage excitait sa convoitise. Comme elle allait s'en saisir, le jeune prince Édouard y abattit la main. « Ah non, mauvaise femme !» dit-il. « Vous n'aurez pas tout !» La reine écarta la main du prince, prit le livre et le tendit à son ennemi. Puis elle se retourna vers son fils avec un furtif sourire qui découvrit à nouveau ses dents de petit carnassier. Un enfant de 11 ans ne pouvait être encore de grand secours, mais tout de même, il s'agissait du prince héritier. Un nouveau client pour Messer Tolomei. Le vieux Spinello Tolomei, dans son cabinet de travail au premier étage, écarta le bas d'une tapisserie et, poussant un petit volet de bois, démasqua une ouverture secrète qui lui permettait de surveiller ses commis dans la galerie du rez-de-chaussée. Par cet espion, d'invention florentine, dissimulé dans les poutres, Messer Tolomei pouvait voir tout ce qui se passait et entendre tout ce qui se disait dans son établissement de banque et de négoce. Pour l'heure, il constata les signes d'une certaine confusion. Les flammes des lampes à 3 becs vacillaient sur les comptoirs, et les employés s'étaient arrêtés de pousser des jetons de cuivre sur les damiers qui leur servaient à calculer. Une aune à mesurer l'étoffe tomba sur le pavement avec fracas. Les balances oscillaient sur les tables des changeurs sans que personne y eût touché. Les pratiques s'étaient retournées vers la porte, et les maîtres commis se tenaient la main sur la poitrine, déjà ployée pour une révérence. Messer Tolomei sourit, devinant à tout ce trouble que le comte d'Artois venait de pénétrer chez lui. D'ailleurs, au bout d'un instant, il vit au travers de l'espion apparaître un immense chaperon à crête de velours rouge, des gants rouges, des bottes rouges dont les éperons sonnaient, un manteau d'écarlate qui se déployait derrière des épaules de géant. Seul monseigneur Robert d'Artois avait cette manière fracassante d'entrer, de faire trembler le personnel dès son apparition, cette façon de pincer au passage le sein des bourgeoises sans que les maris osassent même bouger, et d'ébranler les murs, semble-t-il, rien qu'en respirant. De tout cela, le vieux banquier s'émouvait peu. Il connaissait Robert d'Artois de trop longue date. Il l'avait observé trop de fois, et à le considérer ainsi d'en haut, il distinguait tout ce qu'il y avait d'outré, de forcé, d'ostentatoire dans les gestes de ce seigneur. Parce que la nature l'avait doté de proportions physiques exceptionnelles, monseigneur d'Artois jouait à l'ogre. En fait, c'était un rusé, un matois. Et puis Tolomei tenait les comptes de Robert. Le banquier fut davantage intéressé par le personnage qui accompagnait Robert d'Artois, un seigneur entièrement vêtu de noir, à la démarche assurée mais à l'air réservé, distant, assez hautain. Les 2 visiteurs s'étaient arrêtés devant le comptoir aux armes et aux harnais, et monseigneur d'Artois promenait son énorme gant rouge parmi les poignards, les miséricordes, les modèles de garde d'épée, bousculait les tapis de selle, les étriers, les mors incurvés, les rênes découpées, dentelées, brodées. Le commis aurait une bonne heure de travail pour remettre en place son étalage. Robert choisit une paire d'éperons de Tolède à longue pointe, et dont la talonnière était haute et recourbée en arrière afin de protéger le tendon d'Achille quand le pied exerçait une pression violente sur le flanc du cheval. Une invention judicieuse et sûrement bien utile en tournoi. Les branches de l'éperon étaient décorées de fleurs et de rubans avec la devise « Vaincre » gravée en lettres rondes dans l'acier doré. « Je vous en fais présent, mon lord », dit le géant au seigneur en noir. « Il ne vous reste qu'à choisir la dame qui vous les bouclera aux pieds. Cela ne tardera guère. Les dames de France s'enflamment vite à ce qui vient de loin. Vous pouvez vous munir ici de tout ce que vous souhaitez, continua-t-il en montrant la galerie. Mon ami Tolomei, maître usurier et renard de négoce, vous fournira tout. Quoi qu'on lui demande, je ne l'ai jamais vu pris au dépourvu. Voulez-vous faire don d'une chasuble à votre chapelain ?
Il en a 30 à choisir. D'une bague à votre bien-aimé, il a des pierres plein son coffre. Vous plaît-il de parfumer les filles avant de les conduire au déduit? Il vous donnera un musc qui vient directement des marchés d'Orient. Cherchez-vous une relique. Il en tient 3 armoires. Et en plus, il vend l'or pour acheter tout cela. Il possède monnaie frappée à tous les coins d'Europe, dont vous voyez l'échange, là, marqué sur ses ardoises. Il vend des chiffres, voilà surtout ce qu'il vend. Compte de fermage, intérêt de prêt, revenus de fief. Derrière toutes ces petites portes, il y a les commis qui additionnent, qui retiennent. Que ferions-nous sans cet homme-là qui s'enrichit de notre peu d'habileté à compter? Montons chez lui. Bientôt, les marches de bois de l'escalier à vis gémirent sous le poids de Robert d'Artois. Mais Certoloméi poussa le volet de l'espion et laissa retomber la tapisserie. La pièce où entrèrent les 2 seigneurs était sombre, somptueusement décorée de meubles lourds, de gros objets d'argent, et tendue de tapis à images qui étouffaient les bruits. Elle sentait la chandelle, l'encens, les épices de table et les herbes de médecine. Entre les richesses qui l'emplissaient, s'étaient accumulés tous les parfums d'une vie. Le banquier s'avança. Robert d'Artois, qui ne l'avait pas vu depuis de nombreuses semaines, près de 3 mois pendant lesquels il avait dû accompagner son cousin, le roi de France, en Normandie d'abord, à la fin août, puis en Anjou pendant tout l'automne, trouva le Siennois vieilli. Ses cheveux blancs étaient plus clairsemés, plus légers sur le col de sa robe. Le temps avait planté ses griffes sur son visage. Les pommettes étaient marquées comme par les pattes d'un oiseau. Les bajoux s'étaient affaissés et ballottaient sous le menton. La poitrine était plus maigre et le ventre plus gros. Les ongles taillés ras s'ébréchaient. L'œil gauche, le fameux œil gauche de Messer Ptolémée, toujours aux 3/4 clos, conservait au visage une expression de vivacité et de malice, mais l'autre œil, l'œil ouvert, avait le regard un peu distrait, absent, fatigué d'un homme usé et moins soucieux du monde extérieur qu'attentif aux troubles, aux lassitudes qui habitent un vieux corps proche de sa fin. « Ami Ptolémée !» s'écria Robert d'Artois, en ôtant ses gants qu'il jeta, flaque sanglante, sur une table. « Ami Ptolémée, je vous conduis une nouvelle fortune !» Le banquier désigna des sièges à ses visiteurs. « Combien va-t-elle me coûter, monseigneur ?» répondit-il. « Allons, banquier, allons, » dit Robert d'Artois. « Vous ai-je jamais fait faire de mauvais placements ?»« Jamais, monseigneur, jamais je le reconnais. Les échéances ont parfois été un peu retardées, mais enfin, Dieu m'ayant accordé une assez longue vie, j'ai pu recueillir les fruits de la confiance dont vous m'avez honoré. Mais imaginez, monseigneur, que je sois mort, comme tant d'autres à 50 ans. Eh bien, grâce à vous, je serai mort ruiné. » La boutade amusa Robert dont le sourire, dans une face large, découvrit des dents courtes, solides, mais sales. « Avez-vous jamais perdu avec moi ?» répondit-il. « Rappelez-vous comme je vous ai fait jouer naguère monseigneur de Valois contre Enguerrand de Marigny. Et voyez aujourd'hui où est Charles de Valois et comment Marigny a terminé ses mauvais jours. Ce que vous m'avez avancé pour ma guerre d'Artois, ne vous l'ai-je pas intégralement remboursé? Je vous sais gré, banquier, oui, je vous sais gré de m'avoir toujours soutenu, et au plus fort de mes misères, car j'étais un moment ligoté de dettes, continua-t-il en se tournant vers le seigneur en noir. Je n'avais plus de terre, sinon ce comté de Beaumont-le-Roger, mais dont le trésor ne me payait pas les revenus, et mon aimable cousin Philippe le Long, que Dieu garde son âme en quelque enfer, m'avait enfermé au Châtelet. Eh bien, ce banquier que vous voyez là, mon lord, cet usurier, ce maître coquin, parmi les plus coquins que toute la Lombardie ait jamais produit, cet homme qui prendrait en cage un enfant dans le sein de sa mère, ne m'a jamais abandonné. C'est pourquoi aussi longtemps qu'il vive, et il vivra longtemps. Mais Certoloméi fit les cornes avec les doigts de la main droite et toucha le bois de la table. « Si, usurier de Satan, vous vivrez longtemps encore, je vous le dis. Eh bien, c'est pourquoi cet homme-là sera toujours mon ami, foi de Robert d'Artois. Et il a eu raison, car il me voit aujourd'hui gendre de monseigneur de Valois, siégeant au conseil du roi et nanti enfin des revenus de mon comté. Mais Certoloméi, le seigneur que vous avez devant vous, est Lord Mortimer, baron de Wigmore. »« Évadé de la tour de Londres depuis le 1er août, dit le banquier en inclinant le front. Grand honneur, my lord, grand honneur. »« Et quoi ?» s'écria d'Artois. « Vous savez donc ?
Monseigneur, dit Tholomyes, le baron de Wigmore est trop haut personnage pour que nous ne soyons pas informés. Je sais même, my lord, que lorsque le roi Édouard a donné l'ordre à ses shérifs des côtes de vous rechercher et arrêter, vous étiez déjà embarqué hors d'atteinte de la justice anglaise. Je sais que lorsqu'il a fait fouiller toutes les partances pour l'Irlande et saisir tous les courriers provenant de France, vos amis à Londres et dans toute l'Angleterre étaient déjà informés de votre sauve arrivée chez votre cousin, Messire Jean de Fienne, en Picardie. Je sais enfin que lorsque le roi Édouard a ordonné à Messire de Fienne de vous livrer, menaçant de lui confisquer les terres qu'il possède outre-Manche, ce seigneur, qui est grand partisan et soutien de monseigneur Robert, vous a tout aussitôt dirigé vers celui-ci. Je ne peux point dire que je vous attendais, my lord. Je vous espérais, car monseigneur d'Artois m'est fidèle, comme il vous l'a dit, et ne manque jamais de penser à moi quand il a un ami en peine. Roger Mortimer avait écouté le banquier avec attention. « Je vois, messire, répondit-il, que les Lombards ont de bons espions à la cour d'Angleterre. Pour vous servir, my lord, vous n'ignorez pas que le roi Édouard a une forte dette envers nos compagnies. Lorsqu'on a une créance, on la surveille. Et votre roi, depuis beau temps, a cessé d'honorer son sceau, au moins à notre égard. Il nous a fait répondre par son trésorier, monseigneur Lever Dexter, que les mauvaises recettes des tailles, les lourdes charges de ses guerres et les menées de ses barons ne lui permettent pas de faire mieux. Pourtant, l'impôt qu'il fait peser sur nos marchandises, rien qu'au port de Londres, lui devrait être suffisant pour s'acquitter. Un valet venait d'apporter l'hypocras et les dragées qu'on offrait toujours aux visiteurs d'importance. Tholomyes versa dans les gobelets le vin aux aromates, ne se servant à lui-même qu'un doigt de la liqueur. « Le trésor de France paraît pour l'heure en meilleure santé que celui d'Angleterre, » ajouta-t-il. « Connaît-on déjà monseigneur Robert, quel en sera à peu près le solde pour l'année ?» « S'il ne survient pas dans le mois à couler quelque calamité soudaine, peste, famine, mariage ou funérailles d'un de nos royaux parents, les recettes passeront de 12 000 livres les dépenses. » Ceci d'après les chiffres que messire Mills de Noyer, maître de la Chambre aux comptes, a avancé ce matin au Conseil. 12 000 livres de recettes. Ce n'est pas autant des Philippe, le 4e et le 5e, fasse Dieu que la liste en soit close, que l'on avait si bon trésor. Comment parvenez-vous, monseigneur, à connaître un trésor en surplus de recettes? Demanda Mortimer. Est-ce dû à l'absence de guerre? L'absence de guerre, d'une part, et en même temps la guerre. La guerre que l'on prépare et que l'on ne fait pas, ou pour mieux dire, la croisade. Je dois dire que mon cousin et mon beau-père Charles de Valois utilisent la croisade comme nul autre. N'allez pas croire que je le tiens pour mauvais chrétien. Certes, il désire de grand cœur délivrer l'Arménie des Turcs, comme il désire tout également rétablir cet empire de Constantinople, dont il porta naguère la couronne sans en pouvoir occuper le trône. Mais enfin, une croisade ne se monte pas en un jour. Il faut armer des navires, faire forger des armes, il faut surtout trouver des croisés, négocier en Espagne, négocier en Allemagne, et le premier pas pour tout cela, c'est d'obtenir du pape une dîme sur le clergé. Mon cher beau-père a obtenu la dîme, et à présent, pour nos gènes de trésor, c'est le pape qui paie. Et là, monseigneur, vous m'intéressez fort, dit Tholomyes. C'est que je suis le banquier du pape, pour un quart avec les bardits, mais enfin, ce quart-là est déjà gros, et si le pape s'appauvrissait par trop... D'Artois, qui prenait une bonne lampée d'hypocras, pouffa dans son gobelet d'argent et fit signe qu'il s'étranglait. « Ah ah, s'appauvrir, le très Saint-Père !» s'écria-t-il quand il eut avalé. « Mais il est riche à centaines de milliers de florins. Ah ah, voilà un homme qui vous en remontrerait Spinello. Quel grand banquier il eût fait s'il n'était entré en clergé. Car il a trouvé le trésor papal plus vide que ne l'était ma poche il y a 6 ans. » Je sais, murmura Tholomyes. C'est que les curés, voyez-vous, sont les meilleurs collecteurs d'impôts que Dieu ait jamais mis sur terre. Et c'est bien ce qu'a compris monseigneur de Valois. Au lieu de forcer les tailles dont les receveurs sont détestés, on fait quêter par les curés et l'on recueille la dîme.
On se croisera un jour. En attendant, c'est le pape qui paie sur la tombe des ouailles. » Ptolémée se frottait la jambe droite, doucement, depuis quelque temps. Il éprouvait une sensation de froid dans cette jambe-là, et quelque douleur aussi en marchant. « Vous disiez donc, monseigneur, qu'il y a eu conseil ce matin. Y a-t-on pris ordonnance de grand intérêt ?» demanda-t-il. « Oh, comme de coutume, on a débattu du prix des chandelles et défendu de mêler le suif à la cire, comme aussi de brasser les vieilles confitures avec les nouvelles. Pour toute marchandise vendue en enveloppe, le poids des sacs devra être déduit et non compté dans le prix, ceci pour complaire au commun peuple et lui montrer qu'on s'occupe de lui. » Ptolémée, tout en écoutant, observait ces deux visiteurs. Ils lui paraissaient l'un et l'autre très jeunes. Robert d'Artois avait combien ? 35, 36 ans, et l'Anglais n'en montrait guère plus. Tous les hommes en dessous de la soixantaine lui semblaient étonnamment jeunes. Combien de choses encore ils avaient à faire, combien d'émois à ressentir, de combats à livrer, d'espoirs à poursuivre, et combien de matins à connaître que lui ne connaîtrait pas. Combien de fois ces deux hommes-là se réveilleraient, respiraient l'air d'un jour neuf, quand lui-même serait sous terre. Et quel genre de personnage était Lord Mortimer? Ce visage bien taillé, aux sourcils épais, ses paupières coupées droit sur des yeux couleur de pierre, et puis le vêtement sombre, la façon de croiser les bras, l'assurance hautaine, silencieuse d'un homme qui a été au fait de la puissance et qui tient à conserver toute sa dignité dans l'exil, ce geste même machinal que Mortimer avait pour passer le doigt sur la courte cicatrice blanche qui lui marquait la lèvre. Tout plaisait au vieux Siennois. Et Ptolémée eut envie que ce seigneur-là redevint heureux. Il venait à Ptolémée depuis quelque temps le goût de penser aux autres. « L'ordonnance sur la sortie des monnaies, demanda-t-il, doit-elle être prochainement promulguée, monseigneur ?» Robert d'Artois eut une hésitation à répondre. « À moins, peut-être, que vous n'en soyez pas averti, » ajouta Ptolémée. « Mais certes, j'en suis averti. Vous savez bien que rien ne se fait sans que le roi et surtout monseigneur de Valois ne requièrent mon conseil. L'ordonnance sera scellée dans 2 jours. Nul ne pourra porter hors du royaume monnaie d'or ou d'argent frappée au coin de France. Les pèlerins seuls pourront se munir de quelques petits tournois. » Le banquier feignit de ne pas attacher plus d'importance à cette nouvelle qu'au prix des chandelles ou au mélange des confitures. Mais déjà il avait pensé, donc les monnaies étrangères seront seules admises à sortir du royaume, donc elles vont croître de valeur. De quelle aide, dans notre métier, nous sont les bavards, et comme les vantards nous offrent pour rien ce qu'ils pourraient nous vendre si cher. « Ainsi, my lord, » reprit-il en se tournant vers Mortimer, « vous comptez donc vous établir en France. Qu'attendez-vous de moi ?» Ce fut Robert qui répondit. « Ce qu'il faut à un grand seigneur pour tenir son rang. Vous avez assez l'habitude, Ptolémée. » Le banquier agita une clochette. Au valet qui entra, il demanda son grand livre et ajouta « Si messer Boccace n'est point encore parti, dis-lui qu'il veuille m'attendre. » Le livre fut apporté, un gros recueil à couverture de cuir noir patiné, dont les feuilles de velin tenaient assemblées par des broches mobiles. On pouvait à volonté ajouter les feuillets. Ce procédé permettait à messer Ptolémée de réunir les comptes de ses gros clients dans l'ordre des lettres de l'alphabet au lieu d'avoir à rechercher des pièces éparpillées. Le banquier posa le recueil sur ses genoux, l'ouvrit avec quelque cérémonie. « Vous allez vous trouver en bonne compagnie, my lord, dit-il. Voyez, à tout seigneur tout honneur. Mon livre commence par le comte d'Artois. Vous avez beaucoup de feuillets, monseigneur, ajouta-t-il avec un petit rire adressé à Robert. Et puis voici le comte de Bar, le comte de Boulogne, monseigneur de Bourbon, madame la reine Clémence. » Le banquier eut un hochement de tête déférent. « Ah, elle nous a causé bien du souci après la mort du roi Louis X. On eût dit que le deuil lui avait donné une fringale de dépenses. Le très Saint-Père lui-même lui a écrit pour l'exhorter à la modération, et elle a dû placer ses bijoux en cage. Chez moi, afin d'acquitter ses dettes. À présent, elle vit dans l'hôtel du Temple qui lui a été échangé contre le donjon de Vincennes,
Elle touche son douaire et paraît avoir retrouvé la paix. » Il continuait de tourner les pages qui bruissaient sous sa main. Il avait une façon fort habile de laisser apparaître les noms, tout en cachant les chiffres avec son bras. Il n'était indiscret qu'à moitié. « C'est moi maintenant qui joue le vantard, pensait-il. Mais il faut faire valoir un peu les services qu'on rend et montrer qu'on n'est pas ébloui par un nouvel emprunteur. » En vérité, sa vie entière se trouvait contenue dans ce livre, et toute occasion lui était bonne de le feuilleter. Chaque nom, chaque addition représentait tant de souvenirs, tant d'intrigues de secrets confiés, tant de prières à lui adressées, et où il avait pu mesurer son pouvoir. Chaque somme était le rappel précis d'une visite, d'une lettre, d'un marché habile, d'un mouvement de sympathie, d'une dureté pour un débiteur négligent. Il y avait près de 50 ans que Spinello Tolomei, ayant commencé à son arrivée de Sienne par faire les foires de Champagne, était venu s'installer ici, rue des Lombards, pour y tenir banque. Une page encore et une autre qui s'accrocha dans ses ongles ébréchés, un trait noir barrait le nom. « Tenez, voici Messer Dante Alighieri, le poète, pour une petite somme, quand il se rendit à Paris visiter la reine Clémence après le deuil de celle-ci. Il était grand ami du roi Charles de Hongrie, le père de Madame Clémence. Je me souviens de Messer Dante. Juste dans le fauteuil où vous êtes, my lord, un homme sans bonté, il était fils de changeur. Il m'a parlé toute une heure avec un grand mépris du métier de l'argent, mais il pouvait bien être méchant et aller s'enivrer dans de mauvais lieux avec les filles, qu'importe. Il a fait chanter notre langue comme personne avant lui, et de quelle façon il a dépeint les enfers. On frémit de penser que c'est peut-être ainsi. Savez-vous qu'à Ravenne, où Messer Dante a vécu ces dernières années, les gens s'écartaient peureusement de son chemin parce qu'ils pensaient qu'il était magicien et vraiment descendu dans les abîmes. Voilà 2 ans qu'il est mort, mais même à présent, beaucoup ne veulent pas croire à son trépas et assurent qu'il reviendra. Il n'aimait pas la banque, cela est sûr, ni non plus Monseigneur de Valois qu'il avait exilé de Florence. Tolomei, tout le temps qu'il avait parlé de Dante, avait de nouveau fait les cornes et pressé ses doigts contre le doigt du fauteuil. « Voilà, vous serez ici, my lord, » reprit-il en mettant une marque sur le gros livre. « Après Monseigneur de Marigny, oh, pas le pendu, rassurez-vous, dont Monseigneur d'Artois parlait tout à l'heure, non, mais son plus jeune frère, l'évêque de Beauvais. Vous avez de ce jour un compte ouvert chez moi pour 7000 livres. Vous pouvez y puiser à votre convenance et regarder ma modeste maison comme la vôtre. Étoffes, armes, bijoux, toutes fournitures qui vous seront nécessaires, vous pourrez les trouver à mes comptoirs et les faire porter sur ce crédit. » Il accomplissait son métier par habitude. Il prêtait aux gens de quoi acheter ce qu'ils vendaient. « Et votre procès contre votre tante, monseigneur, ne comptez-vous pas le reprendre, à présent que vous êtes si puissant ?» demanda-t-il à Robert d'Artois. « Cela se fera, mais à son heure, » répondit le géant en se levant. « Rien ne presse, et je me suis aperçu que trop de hâte était mauvaise. Je laisse ma chère tante vieillir, je la laisse s'user en petits procès contre ses vassaux, s'inventer chaque jour de nouveaux ennemis par ses chicanes, et remettre en ordre ses châteaux que j'ai un peu malmenés à la dernière visite que je fis en ces terres, qui sont les miennes. Elle commence à savoir ce qu'il en coûte de garder mon bien. Elle a dû prêter à Monseigneur de Valois 50 000 livres qu'elle ne reverra jamais, car elles ont fait la dot de mon épouse, sur quoi je vous ai payé. Vous voyez qu'elle n'est pas si nuisible femme qu'on dit, la bonne gueuse. Je me garde seulement de trop la voir, car elle m'aime tant qu'elle pourrait bien me gâter de quelques plats sucrés, dont on est mort pas mal dans son entourage. Mais j'aurai mon comté, banquier, je l'aurai, soyez-en sûrs, et ce jour-là, je vous l'ai promis, vous serez mon trésorier. » Messer Tolomei, raccompagnant ses visiteurs, descendit derrière eux l'escalier, d'une jambe prudente, et les conduisit jusqu'à la porte sur la rue des Lombards. Roger Mortimer lui ayant demandé à quel intérêt l'argent lui était prêté, le banquier écarta cette question d'un geste de la main.
Faites-moi seulement la grâce, dit-il, quand vous aurez affaire à ma banque, de monter me voir. Vous aurez sûrement à m'instruire de beaucoup de choses, my lord. » Un sourire accompagnait ces mots, et la paupière gauche s'était un peu soulevée. L'air froid de novembre qui venait de la rue fit frissonner le vieil homme. Aussitôt la porte refermée, Toloméi passa derrière ses comptoirs et entra dans une petite pièce où se tenait le signor Boccace, l'associé des Bardi. « Ami Boccaccio, lui dit-il, achète dès ce jour et demain toutes les monnaies d'Angleterre, de Hollande et d'Espagne, florins d'Italie, doublons ducats, en bref, toute monnaie de pays étrangers. Offre 1 denier et même 2 deniers de plus la pièce. Dans quelques jours, elles auront monté du quart. Tous les voyageurs devront s'en fournir auprès de nous, puisque l'or de France n'aura plus liberté de sortir. Je te fais ce marché de compte à demi. » Toloméi savait à peu près ce qu'on pouvait rafler d'or étranger sur la place. Y ajoutant ce qu'il avait en coffre, Toloméi avait déjà calculé que l'opération lui assurerait un bénéfice de 15 à 20 000 livres. Il venait d'en prêter 7 000, il était sûr de gagner au moins le double, et avec ce gain, il consentirait d'autres prêts, une routine. Comme Boccace le félicitait de son habileté, et tournant le compliment entre ses lèvres minces disait que ce n'était pas en vain que les compagnies lombardes de Paris avaient choisi Messer Spinello Toloméi pour leur capitaine général, celui-ci répondit « Oh, après 50 et des années de métier, je n'y ai plus de mérite, cela vient de soi-même. Et si vraiment j'étais habile, qu'aurais-je fait? Je t'aurais acheté tes réserves de florins et j'aurais gardé tout le profit pour moi. Mais à quoi cela me servirait-il en vérité? Tu verras, Boccaccio, tu es encore très jeune. » L'autre avait pourtant des fils blancs aux tempes. « Il arrive un âge où, quand on ne travaille plus que pour soi, on a le sentiment de travailler pour rien. Mon neveu me manque, pourtant ses affaires maintenant sont apaisées. Je suis certain qu'il ne risque rien à revenir, mais il refuse, ce diable de Guccio, et il s'entête par orgueil, je crois. Alors cette grande maison, le soir, quand les commis sont partis et les valets couchés, me paraît bien vide. Et voilà que certains jours je me prends à regretter Sienne. » « Ton neveu aurait bien dû, dit Boccace, faire ce que j'ai fait moi-même, qui me suis trouvé dans une semblable situation avec une dame de Paris. J'ai enlevé mon fils et je l'ai emmené en Italie. » Mais certes Toloméi hochait la tête et pensait à la tristesse d'un foyer sans enfant. Le fils de Guccio devait atteindre ces jours-ci 7 ans, et jamais Toloméi ne l'avait vu. La mère s'y opposait. Le banquier frottait sa jambe droite, qu'il sentait pesante et refroidie, comme s'il avait eu les fourmis. La mort vous tire de la sorte par les pieds, à petits coups, pendant des années. Tout à l'heure, avant de se mettre au lit, il se ferait porter un bassin d'eau chaude pour y plonger la jambe.